Alors, je vous explique la situation rapidement. L'ISAF est retenu donc, à Abidjan et il est coincé, donc il ne pourra pas participer physiquement à notre panel. Et normalement, nous devrions l'avoir en visio, donc on va attendre qu'il soit disponible. Je sais que techniquement, ça nécessite quelques ajustements, donc on attend de voir. Je vais peut-être commencer par faire l'introduction. Allez, je vais faire une introduction personnelle. Je vais me présenter parce que moi je suis pas sur les photos. Donc je suis Yvan Montagne, je suis le fondateur et rédacteur en chef de Data Center Magazine, dcmag.fr, qui est le seul média en langue française. Tout le fait que je parle ici en français et que j'évite de parler anglais, donc le seul média en langue française exclusivement consacré au data center. Donc nous sommes lus par toute la communauté francophone et on a un gros lectorat également ici en Afrique. On tourne actuellement à 1,5 million de pages vues par mois et on a 8% de nos lecteurs qui viennent d'Afrique. Donc c'est la démonstration que c'est un vrai sujet et que le data center est un vrai sujet ici. Alors, en attendant que la problématique technique soit résolue, j'ai juste vous expliquer la vision que j'ai du data center, comme ça va permettre de... On en a parlé un petit peu ce matin. J'ai l'habitude de le résumer en 5 points. Le premier point data center, c'est du foncier, c'est-à-dire il faut des terrains et des immeubles, du bâtiment. Le deuxième point, et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est de l'électricité. Et ça, et beaucoup d'électricité aujourd'hui, on y reviendra. Le troisième point, c'est que tout ça, ça chauffe. Il faut refroidir, donc c'est le refroidissement. Le quatrième point, c'est de la sécurité. Alors nous, on parle de sûreté, c'est-à-dire on n'est pas encore trop sur la cybersécurité, même si elle vient de plus en plus interférer avec nos activités, mais la sûreté physique, qui est un élément essentiel. Et le cinquième point, il ne faut pas l'oublier, on l'a évoqué d'ailleurs juste avec l'intervention de Macron, c'est tout simplement des interconnexions. C'est-à-dire qu'un data center qui n'est pas connecté au monde, il n'existe pas. Moi j'en connais deux qui ne sont pas connectés au monde, ce sont les deux data centers de l'armée française. Mais je vous rassure, derrière ils sont connectés, mais pas avec les mêmes lignes, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Et moi, j'ai l'habitude de rajouter 3 éléments. Et ensuite, on pourra rebondir là-dessus et on verra si Lies nous a rejoint. J'ai toujours l'habitude de rajouter 3 éléments. Pour faire un data center, il faut d'abord de l'argent. Il faut des investisseurs. Et sachez qu'il en faut beaucoup. Et si vous voulez en plus faire de l'IA, il en faudra encore plus. Parce que ça coûte très très cher. Donc, j'ai juste cité un chiffre. Si vous construisez un data center d'IA, 60 à 70%, ça va aller chez Nvidia. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est GPU. Et puis, vous allez les acheter, et le jour où ils vont vous livrer, ils seront déjà obsolètes. Donc, c'est une autre histoire. Mais bon, alors, il faut de l'argent. Le deuxième point, il faut des compétences. Et on le voit, des compétences diverses. C'est-à-dire architecte, c'est le cas de Lies qui va nous rejoindre, j'espère. Donc des bureaux d'études, il faut des techniciens, il faut des gens du bâtiment, avec tous les métiers du bâtiment. Je veux dire, quand on construit un data center, il y a facilement 1000 personnes qui interviennent avec une centaine de métiers. C'est énorme. Il faut des compétences et quand on l'opère après, il faut encore d'autres types de compétences. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, même nous, en France, on travaille beaucoup, c'est-à-dire la formation, la détection, l'évolution des personnels, c'est un point important. Et puis, vous me permettrez de terminer, mais je vous ai en face de moi, je vais rappeler que quel que soit le projet que vous montiez, dans le data center, c'est encore plus vrai, il faut des femmes et des hommes. Et s'il n'y a pas de femmes et d'hommes derrière, ça ne sert à rien, et on ne fera rien. Donc voilà, bien qu'on nous apprend que bientôt les robots le feront à notre place, ils vont aider, ils vont beaucoup contribuer. Ouais. Vous savez que le niveau 4 de l'IA, ça va être l'IA physique. Et on l'a vu au CES de Las Vegas, au début du mois de janvier. On a vu les premiers robots qui pensent, qui sont capables de réagir quand vous leur dites quelque chose, vous appuyez quelque part sur eux. On va y arriver. Mais bon, allez,
Il faut encore des hommes et des femmes. Voilà l'introduction que je souhaitais faire. Vous m'excusez, je suis un petit peu long, mais je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est au niveau technique? On attend qu'il arrive. Ok. Bah écoutez, on va... alors, je vous présente nos deux intervenants. Donc, Gazaf, qui n'est pas là, qui est architecte et qui est cofondateur de plusieurs sociétés. Donc, j'ai oublié le nom, il reviendra après quand il sera avec nous. Et puis, nous avons donc Amine Benchemou, j'espère que je le prononce bien, très bien, parfait. Qui est donc le VP Secure chez Schneider Electric. Okay. Voilà, écoutez, on va commencer, oui. Pas de nouvelles pour l'instant. Ok, allez. Ce que je vous propose, c'est la question que j'allais vous poser, Amine. On doit parler d'écologie de performance, de profitabilité. On va peut-être pas oublier que ça fonctionne. Et on y arrive. C'est la réalité sur le terrain. Mais on y arrive parce qu'également, il y a un écosystème qui y travaille. Et entre autres, il y a ce qu'on appelle donc les équipementiers. Vous en êtes un. Vous êtes même le numéro 1 mondial. Comme ça, voilà. Et en plus, une société française. Ça, c'est pour moi, Cocorico. La mission, le rôle, le travail de l'équipementier qui est en fait d'accompagner ces projets. Absolument, merci Chéri. Je remercie les organisateurs d'ADCD de nous donner l'occasion dans cette tribune de parler de nos solutions et de contribuer aussi à éclairer l'écosystème sur les innovations que nous pouvons apporter. Vous avez cité tout à l'heure, Yves, 5 points importants pour bâtir un data center. Il y a aussi le point de la décarbonation, de l'empreinte carbone qui est essentielle aujourd'hui. On n'envisage pas un data center avec de l'énergie classique, avec de l'énergie fossile, pour plusieurs impératifs. Tout d'abord, les engagements qui sont pris durant les différentes COP des différents gouvernements, et aussi parce qu'on se rend compte que même économiquement, exploiter de l'énergie solaire, de l'éolien, injecter du renouvelable, est tout à fait cohérent avec un business plan, avec une profitabilité qui aujourd'hui n'a plus à faire ses preuves. Et c'est la raison pour laquelle Schneider Electric accompagne cet écosystème, ses partenaires et ses clients dans l'élaboration de data centers qui soient les plus verts possibles. Donc il y a plusieurs solutions. On va parler ne serait-ce que les basiques qu'on peut mettre en place, à savoir des UPS ou des onduleurs extrêmement efficaces pour ne pas qu'il y ait de déperdition d'énergie. On va parler aussi, ça commence au design, comme le précisait tout à l'heure mon collègue Mourad. Quand on design correctement à la base, etc., on a l'opportunité d'avoir des bâtiments extrêmement performants d'un point de vue énergétique, et donc on fait énormément d'économies sur l'énergie. Nous avons le free cooling aussi. Certains pays n'ont pas forcément besoin de faire tourner des condensateurs, etc., pour refroidir. Ça aussi, c'est un aspect important. Et puis, il y a la révolution avec l'IA, dont on parle de plus en plus, qui est au cœur d'ailleurs des sujets des data centers. Il y a le liquid cooling qui a une promesse incroyable. On parle de l'ordre de 40 à 70% d'économie d'énergie parce qu'on va aller refroidir directement le CPU. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est possible d'aller vers la course aux GPU gourmands, d'aller vers des LLM de plus en plus demandants. Les LLM, vous l'avez cité tout à l'heure avec les robots, c'est des Large Behavior Models qui vont aussi être extrêmement énergivores, mais la sobriété que nous imposons en tant que constructeurs, c'est d'apporter justement des solutions. On ne va pas arrêter le train de l'IA. Tout à l'heure, M. Picasso rappelait à juste titre qu'il y a une exponentialité de l'utilisation. Elle ne peut pas se faire au détriment des impératifs écologiques, de l'empreinte carbone, etc. Il y a aussi le stress hydrique, on le connaît bien, nous aussi, en Afrique du Nord. Donc nos solutions vont intégrer aussi des circuits fermés, de l'utilisation de l'eau non potable, de l'utilisation de l'eau désalinée. Et tout ça, c'est une vraie révolution. Et enfin, chez Schneider et avec NVIDIA, nous avons développé de l'ultra-densité dans des cubes et qui vont utiliser, ça c'est une première, je pense que je l'ai peut-être annoncé juste sur une précédente conférence. Nous avons la chance d'avoir développé avec NVIDIA justement ce concept où on va utiliser du courant direct, à la différence de toute la déperdition dans la chaîne. Et là on a de 800 volts qui arrivent et qui délivrent 1,2 mégas de puissance pure. On peut empiler 576 GPU d'un coup dans un cube Schneider avec NVIDIA. Et ça c'est une vraie révolution. C'est le courant continu, c'est la révolution, on n'est pas... Alors avec un certain nombre de choses que l'on attend voir, entre autres sur la sécurité, parce que là, s'il y a un accident, c'est pas tout à fait la même dimension.
Absolument. Et donc, le triptyque, c'est la sécurité. Tout à l'heure, vous parliez, et j'aime bien cette phrase de sûreté. Il y a la sûreté, la sécurité et la résilience aussi. C'est très important. Donc, le triptyque, c'est la sobriété énergétique, donc du renouvelable, la sécurité, et on ne va pas se le cacher, la performance et la rentabilité sont, je dirais, le triptyque qui convient. En négliger un, c'est prendre le risque d'abîmer les deux autres. Donc c'est une boucle vertueuse qu'il va falloir s'atteler à réaliser. Et sur lequel on ne va pas cesser d'évoluer. On l'a vu tout à l'heure, les schémas, on voyait la montée en puissance, entre autres au niveau des racks. On va rappeler simplement qu'un rack informatique classique pour faire du Office 365, de la bureautique, de l'Internet, de la messagerie, de l'ERP, c'est 4 à 5 kW. Allez, si on met des infrastructures convergées lourdes, on va atteindre 8 à 10 kW seulement. Hein. Et puis, si on veut faire de l'IA, on passe à 130, 135 kW. Complètement, c'est la promesse que nous avons avec les Tout à fait. Alors, on va rappeler aussi qu'aux États-Unis, ceux qui font de la crypto-monnaie, ils sont en train de travailler sur 350 kW. Oui. Et que, si on regarde bien, Google a présenté lors de la dernière réunion de l'OCP, l'Open Compute Project, ce sont les grands du cloud qui se réunissent pour développer les infrastructures. Google a présenté un rack informatique de 1 MW. C'est-à-dire que dans un rack, juste une armoire avec quelques serveurs et des GPU, vous avez plus de puissance que la plupart des data centers africains, nominativement. C'est incroyable, d'où le fait d'être en mouvement continu. Alors, ça nécessite aujourd'hui une évolution de la vision que l'on a du data center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un produit encore plus technique et qui va nécessiter des compétences toujours plus fortes. Et entre autres, celles des partenaires, vous qui allez aider et accompagner. Absolument, vous faites bien de souligner. Non, mais c'est très bien. Ce qui est inéluctable, c'est cette course vers les mégawatts. On parle de densité, je vous parlais tout à l'heure du cube à 1.2, à faire en collaboration avec NVIDIA. Il y aura une course vers la puissance, le calcul, les GPU, parce qu'on se rend compte que dans absolument tous les domaines vont utiliser de l'IA. Alors ça ne sera pas, j'espère que les gens auront les bons réflexes de sobriété. Ça ne sert à rien d'utiliser l'IA juste pour retoucher 2-3 photos et de le faire pendant toute une soirée. Il faut consommer. Tout le monde le fait, hein. Bien sûr. Mais à terme, l'IA est quelque chose qui a des outputs vraiment nobles et il y a une certaine frugalité à respecter. Ensuite, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, et Dieu sait que ce sont des préoccupations majeures dans le continent et en Afrique du Nord aussi, nous allons avoir, et ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir toutes les compétences autour. On a parlé de 1 MW, il y a des dangers, je n'aime pas trop ce mot, mais il faut s'apprêter. Nous dirons des risques. Il y a des risques, absolument, des challenges. Alors en termes de compétences et d'humain, je ne me fais pas de soucis, là, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, il y a un véritable vivier de talents. On le voit au quotidien, on le voit pendant nos interactions avec nos différents partenaires et clients. Il y a vraiment de l'expertise. Et en plus, je me rends compte qu'on n'est pas obligé de passer par tout le chemin qu'ont parcouru les US ou l'Europe, etc. On est tout de suite, et le plus bel exemple, c'est Solcrypt qui nous l'apporte aujourd'hui. On passe sur de l'IA directement, sans forcément passer par tout ce chemin d'apprentissage. Les compétences sont là. Il y a de l'énergie verte et tout à l'heure, on en parlait aussi. Il y a une forte volonté du gouvernement d'aider, de faciliter les installations de fermes solaires. Je pense que l'éolien ne devrait pas être étranger aux sources de renouvelables. Et tout ça va faire que ces data centers, en plus d'être performants et continuellement gourmands, ne vont pas altérer ni les engagements pris sur la décarbonation, ni au détriment d'autres industries. Parce qu'il faut le rappeler, le plus dur quand on vient pitcher un gouvernement, et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, quand on pitch un data center, même quand il est vert, on vous dit mais vous allez utiliser 20 MW et employer 150 personnes. Alors que 20 MW, on fait une usine de pneus et on embauche 5000 personnes.
Donc, quelque part, il y a un peu de... C'est le dilemme des institutions, c'est le dilemme des agences gouvernementales qui aident à l'investissement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces IA et ces AI Factory, si elles sont sobres, si elles sont empreintes d'énergie verte, elles ont un avantage, c'est qu'elles font travailler un écosystème insoupçonnable de call center, de data labeling, de fact-checking, etc. Et finalement, comme j'espère Solcrypt va le faire, au lieu d'exporter de l'énergie verte, ils vont exporter de l'intelligence verte. Ça c'est beau. Vous le retenez, hein, exporter de l'intelligence verte. Ça, on va la garder, celle-là. Non, en plus, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tout à fait. C'est des choses que j'ai notées personnellement. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de venir ici sur le continent, de rencontrer des gens qui sont acteurs du marché. On sent quand même qu'il y a une volonté de développer, qu'il y a des ressources humaines qui sont importantes. Il y a beaucoup de jeunes chez nous. Je veux dire, là, c'est un point. Et des jeunes qui sont prêts à s'investir dans vos métiers. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on va aux États-Unis ou en Europe, où ils sont moins sensibles à ces questions. Oui, alors il y a ce facteur qui est indéniable, c'est cette démographie africaine, nord-africaine, on peut aller sur les régions, il y a beaucoup d'analogies. Les 18-35 ans, ils sont très nombreux et c'est ce qui représente le plus de la pyramide. Et on se rend compte qu'on a les compétences, il y a des universités un petit peu partout déployées pour faire monter en compétences, et ça c'est très important. Il y a un point qu'on néglige des fois, mais nous, chez Schneider, on le voit beaucoup. Il y a aussi le retour de la diaspora. Il y a des gens qui viennent rentrer dans les pays, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et ailleurs, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Je ferai juste une remarque qui est très personnelle et que j'apprécie beaucoup, c'est que cette diaspora, elle est très présente dans les équipes, par exemple chez Schneider, chez nous, même. Alors, je vais parler d'ABB ou d'autres également, mais elle est également très présente chez nous. Et on l'apprécie beaucoup parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Dans des compagnies comme Schneider, on a des programmes Explorer, donc on donne l'opportunité aux gens de goûter à son retour, etc. Et en général, les gens se réinstallent dans les pays. Je sais pas si Alors, on va faire un appel. Oui. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on fait un 50-50 ou un appel au public? On va. Oui, donc je crois que c'est raté. On va prendre des questions. Désolé pour l'IS. Moi, ce que je c'est comment on joue le... Non, c'est bon. Il arrive. Ah, finalement, il a trouvé un avion. Il va sauter en parachute au-dessus de l'hôtel et il va arriver très rapidement. Bon, juste en attendant que... Juste pour continuer, on va parler de profitabilité. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut du cash. Tout à fait. Mais là, il y a deux aspects. Alors, il y en a même trois même. Il faut du cash. Oui. Il faut des clients. Oui. Mais il faut des usages. Absolument. Et c'est un des domaines dont on parle très rarement. On commence à en parler avec l'IA parce que mais les usages, ce qui fait le succès. Moi, j'ai l'image d'un petit acteur français qui a démarré avec vous, d'ailleurs, avec Schneider, et qui continue de travailler avec Schneider Electric. Alors, je peux vous donner son nom, il s'appelle Nexeren. La personne qui a créé ça, elle fait de la bureautique. C'est-à-dire, elle vend des PC avec des solutions Microsoft principalement. Et elle s'est dit, Microsoft, ils me prennent toute ma marge. Moi, je vais les héberger chez moi. Et du coup, ils gagnent plus d'argent. Et il ne travaille qu'avec les PME, les toutes petites entreprises. Et il se fait son beurre comme ça. Et il fait tellement son beurre qu'en 4 ans, il est passé de 1 à 5 data centers. Par contre, c'est tout petit. C'est des tout petits. Et ça marche. Ça marche. Donc la profitabilité, ça existe à condition de se tourner vers les bons usages. Oui, vous avez parfaitement raison. Les bons usages, et j'ai presque envie de dire, il faut que initialement les investisseurs dans l'IA soient de la partie. On a vu une bulle, il y a bien une bulle, c'est indéniable. On a vu des gens qui viennent du oil and gas, des gens qui viennent du real estate et qui sont dans la péninsule arabique, etc., qui investissent massivement dans l'IA. En tout cas, il y a des effets d'annonce. Ça, c'est certain. Cette bulle est en train de retomber et finalement, ne resteront probablement que les spécialistes. Là, on est avec nos partenaires Solcrypt sur d'autres pays où on sait que ceux qui restent sont
des gens de la partie. Pourquoi? Parce que vous l'avez souligné, qui sont les clients, qui sont les usagers. Alors on peut voir de deux manières différentes. Soit on est un investisseur, on fait un data center, après on attend les clients, on loue. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne font que louer, je suis presque envie de dire à la façon Airbnb, du calcul dans des data centers équipés de GPU. Est-ce que c'est rentable pour quelqu'un dans le real estate, etc. Je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on parle à des spécialistes de l'IA qui savent pertinemment qu'ils vont développer des IA pour des usages très précis, que ce soit dans l'EDGAR, dans la dentisterie, j'ai vu un nombre incalculable d'IA qui sont en train d'aider. Dans les compagnons, il y a énormément de métiers. Donc, avant de parler de profitabilité, qui sont les spécialistes de l'IA qui vont aller convaincre, pitcher chez les clients? Nous les avons aujourd'hui face à nous. Et je pense même qu'ils pourraient intervenir là-dessus. Donc une fois qu'on a ça et qu'on a nos clients, puis ensuite ça déroule, on met toutes les compétences au service de ces clients qui ont besoin, d'IA qui performe, qui tourne, et au service des usagers. Donc pour résumer, je vous avais expliqué un data center en 5 points, j'en avais rajouté 3 qui sont plutôt liés à l'humain, puis on a rajouté un 4e qui est essentiel, qui est celui des usages. C'est-à-dire qu'on ne crée pas non plus un data center comme ça pour le plaisir. Il faut aussi avoir des clients et savoir ce qu'on va faire. Alors, je me tourne vers l'organisation pour savoir si on a quelques nouvelles. On a perdu Yazaf. Est-ce qu'il va pouvoir nous rejoindre? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une indication? On continue d'occuper. Vous savez, on peut encore en parler pendant des heures du data center, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir qu'on pense à déjeuner aussi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a d'autres intervenants qui vont intervenir après, de différents éléments. Alors, Amine, je vais revenir vers vous, puisque là, on est là. On va parler un petit peu de Schneider Electric et des développements de Schneider Electric. Est-ce qu'on peut faire un peu de prospective? C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer quelle est la vision de Schneider sur l'évolution du monde du data center et vers où on va aller? Alors chez Schneider Electric, vous savez qu'il y a une division data center depuis des décennies. On a toujours accompagné nos clients. Nos métiers sont dans la digitalisation, dans l'acheminement et la sécurisation de l'électricité, avec un point fort, un pilier fort, celui des data centers. Donc on n'est pas surpris, nous ne sommes absolument pas surpris de ce qui arrive. Et au contraire, on a préparé les bases. Et les bases, comme on le soulignait précédemment, c'est d'abord il faut de l'énergie, à part les clients, etc. Le prérequis, c'est tout de même l'énergie. Donc la vision de Schneider Electric là-dessus, c'est plusieurs piliers. C'est d'abord l'énergie, comme on l'a rappelé, la sécurisation de l'énergie et la digitalisation. On ne peut pas mesurer on ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est la raison pour laquelle on a toute une série de software, on les appelle écostructures, pour gérer les bâtiments intelligents, pour gérer les data centers, pour gérer les industries, pour gérer les utilities. On a parlé un petit peu brièvement des utilities, mais finalement ils ont un gros tampon qu'ils doivent adosser à tous les dossiers de projets data center. Donc chez Schneider Electric, on s'attelle aussi à solutionner la problématique qui consiste à avoir des investisseurs et des gens de la partie, que ce soit sur le crypto ou autre. On arrive, on demande 20-30 mégawatts. Donc on dit qu'on va faire du solaire, très bien. Mais si le solaire ne fonctionne pas ou si le stockage est insuffisant, comment on fait? Donc le grid va racheter, il va réinjecter. Tout ça a besoin quand même de monitoring. Et c'est là où nos solutions écostructures vont faire le lien entre les utilities, les exploitants de data center, pour finalement anticiper les consommations. On a même développé avec NVIDIA des programmes qui vont prédire la consommation suivant les usages. Et donc ce qu'on apporte, la pierre à l'édifice qu'on apporte, c'est dans cette partie monitoring. Je ne parle même pas de la solution en elle-même physique, matérielle, la solution dématérialisée, le digital twin qui est très important, qui va permettre de monitorer, de planifier sur le long terme. On va rappeler le digital twin, d'ailleurs, c'est le jumeau numérique. Absolument, le jumeau numérique, et nous sommes chez Schneider en train de travailler aussi sur le jumeau numérique industriel. Donc industrialiser, avoir une map anticipée avec la série de logiciels Aveva qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut régler comme problème dans la production, dans l'eau, etc. Voilà, si vous introduisez Aveva, on est dans l'industrie. Donc on est dans l'industrie, mais c'est logique. C'est logique, et nous avons tous nos industriels qui nous disent comment l'IA va nous aider à
manager plus intelligemment nos procédés industriels. On le voit beaucoup dans l'eau. Vous savez combien il y a de déperditions dans les réseaux de France. On parle de 30 accidents. C'est énorme. On ne peut pas se le permettre, précisément là où nous nous trouvons aujourd'hui. Demain, je serai peut-être à Casablanca. Là aussi, c'est un sujet, on parle de stress hydrique, donc c'est un sujet quand même assez préoccupant. Et c'est là où on apporte. Donc, data center au service de l'eau, data center au service de l'agriculture, ou des telcos, du cloud et de l'IA, c'est une réalité qu'accompagne, et c'est le credo de Schneider. Tout à fait. On parle beaucoup aujourd'hui également de l'évolution des sources d'énergie. On l'a vu, vous avez quelques grands acteurs, alors je vais les citer, de toute façon ils sont clients chez nous, ça tombe bien, hein, des gens comme Equinix, Digital Realty, en France on a DataCat, qui sont de très très gros acteurs qui ont commencé à mettre en place des partenariats avec des gens qui font du SMR, c'est-à-dire les micro-centrales nucléaires. Bon. La réflexion que cela amène, c'est tout simplement que est-ce que l'avenir, c'est vraiment est-ce que le data center fabrique lui-même son énergie? Et là, je vais vous poser la question, mais dans quelles conditions? Et parce qu'il y a des logiques. Quand on voit le projet que vous portez, qui est celui donc de SolarCity, il y a une intégration grid avec la possibilité aussi de déverser le trop-plein de production énergétique sur le réseau pour que le réseau en profite. L'injection. Ah ouais, voilà. On arrive dans le domaine médical maintenant, quand on fait un data center, il va falloir avoir un diplôme de la santé. L'injection demande un réseau solide. L'énergie et l'électricité qui peut être injectée dans le réseau peut, non pas abîmer, mais peut poser des risques, on va dire, parce qu'il y a les harmoniques à les relever. On ne va pas être dans le technique aujourd'hui, mais il y a des prérequis quand même pour injecter dans le réseau. On ne va pas réinjecter quelques kilowatts et risquer d'abîmer la substation, etc., qui pourrait avoir des préjudices. Mais pour en venir à ce sujet extrêmement intéressant de micro-centrales nucléaires, je me suis rendu compte d'une chose. C'était une lubie, on va dire, de la part de Bill Gates. D'ailleurs, il y a un documentaire assez incroyable là-dessus sur Netflix qui disait c'est très simple, pour résoudre les problèmes de désalination et de data center, il faut mettre des micro-centrales nucléaires qui, en plus, ont l'avantage de n'utiliser que les déchets des ERP connus, etc. Donc on est dans une... Ça dépend des technologies qui sont... Ça dépend des technologies, en effet, oui. Mais il y avait un fort engagement là-dessus. Maintenant, on connaît les challenges de l'énergie nucléaire, mais ce qu'on sait aussi, c'est que la Chine a déployé en un an, sur 2025, autant de panneaux solaires que le reste de la planète. On sait qu'ils détiennent le tiers des panneaux solaires, qui produisent une énergie gigantesque, et dans leur feuille de route, dans leur roadmap, ce n'est que le solaire. Elon Musk a tweeté ce matin, le solaire n'est pas une énergie renouvelable, c'est l'énergie renouvelable. Oui. Et il sait de quoi il parle parce qu'il veut aussi créer des data centers dans l'espace, donc ils vont être complètement free. Ça va finir par arriver, mais ça faudra qu'on discute. Oui, on discute. Oui, il faudra qu'on discute. Mais pour rappel, Elon Musk va installer 1 million de satellites pour faire de l'IA dans l'espace. Actuellement, il y en a 15 000 et on est surchargé partout et ils se tombent les uns les autres et il y a des débris partout et c'est une catastrophe. Même les astronautes qui regardent, une partie de leurs observations, elles sont troublées parce qu'il y a trop de satellites. Oui, il ne dira pas, tu as vu la Lune, on dira tu as vu le satellite. Ouais. L'énergie solaire aujourd'hui, alors l'énergie nucléaire c'est la plus verte des énergies fossiles. Il n'y a pas plus vert. Oui. Quand toutes les conditions sont réunies. C'est la plus concentrée. C'est la plus concentrée. Ceci dit, le solaire a de très beaux jours devant lui. Puis, nous sommes dans des géographies où le gisement solaire est quand même assez incroyable. Alors attention, avec un petit bémol, on n'installe pas de panneaux solaires aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des technologies qui sont développées pour y remédier. On ne peut pas installer non plus en plein désert des panneaux solaires, ça marche moyennement, parce qu'au-delà de 50-60 degrés, le panneau solaire n'est plus aussi productif. On rappelait tout à l'heure, on rappelait qu'on pouvait atteindre 650 watts, c'est ça? 650 watts, c'est le mot. D'ailleurs, les panneaux solaires, il faut en changer régulièrement parce qu'on peut doubler les capacités sur. Et en fait, il y a aussi des chercheurs, je crois qu'il y en a au Maroc, pour ne pas le nommer, qui travaillent sur des molécules qui se liquéfient
avec la chaleur et qui refroidissent les panneaux. Ensuite, on a d'autres pays comme le Vietnam, comme le Laos, qui vont installer ces panneaux solaires sur des lacs. Et donc ça les refroidit naturellement, bien que la température augmente. Donc pour moi, il y a un gisement incroyable, il faut l'exploiter. Le coût de l'électricité générée aujourd'hui par des centrales solaires est de plus en plus bas, de plus en plus faible. Il serait quand même très opportun de ne pas passer à côté de ça. Plutôt que de s'entêter à aller chercher un accord du Congrès américain, de l'Union européenne pour mettre une mini-centrale nucléaire, je pense qu'il vaut mieux déployer des panneaux tout de suite, immédiatement, et commencer à produire. Puis peut-être mettre au pied quelques batteries. Pardon ? Mettre au pied des batteries, quand même. Bien sûr, les batteries c'est important. Il y a aussi d'autres technologies encore plus vertes qui consistent à mettre des cuves dans des matériaux assez spécifiques, de compresser de l'air et de le décompresser, faire tourner des turbines. Oui, ça sort plus vert que des batteries. Donc il y a un mix à avoir. Il faut pas être sectaire. Je pense qu'une bonne source d'énergie renouvelable, c'est une source qui est constituée d'éolien, de solaire, de compresseurs, de batteries lithium, etc. De gens qui pédalent. Alors, je me tourne vers les équipes. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Eh bien, nous n'aurons pas l'IESAF avec nous, à regret. Lorsqu'on a préparé ce panel, l'IEF me disait 15 minutes, c'est trop court. En fait, on aura eu beaucoup plus de temps que ça, mais parce qu'il n'est pas là, le pauvre. On pense à l'image, vraiment, c'est dommage. Je vous confirme que l'IESAF souhaitait intervenir plutôt sur les aspects humains, comme on a évoqué déjà ensemble. Alors, donc, on va terminer très vite maintenant ce panel, puisqu'on arrive au terme donc, de notre intervention. Moi, je voudrais revenir juste sur la conception des data centers. On assiste à une vraie révolution aujourd'hui, on le sait depuis 2 ans, c'est celle de l'IA. Mais la révolution de l'IA, ça se traduit au niveau des data centers par beaucoup plus d'énergie, donc la nécessité de les refroidir d'une manière spécifique. Pour l'anecdote, c'est pas une anecdote en réalité, c'est un retour d'expérience. Moi je côtoie aussi en France beaucoup de DSI, de directeurs informatiques, de CIO, et tous me disent qu'ils sont perdus. Ils sont perdus pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très, très précis. Alors je ne dirais pas quelle société, mais c'est une société qui gère des aéroports en France. Bon, voilà. Et le directeur d'exploitation me disait, moi, mon patron, il me dit, je veux qu'on fasse de l'IA. D'accord ? Lui, il est dans sa salle informatique, il a des racks. Elle est pleine, sa salle, parce qu'on gère les passagers, les avions, etc., etc. La logistique, c'est énorme. Et tous ces racks, ils sont en 4 ou 5 km. D'accord ? Puis son patron lui dit, je veux que tu fasses de l'IA. Alors il lui a répondu, ok, je vire tout et je mets un rack avec des GPU pour la même puissance. Du coup, son patron n'est pas d'accord. Et lui, il est un peu paumé. Alors, la solution, elle est toute simple. Ils ont 2 aéroports, ils vont construire un 2e data center sur le 2e aéroport, et comme ça, ils mettront l'IA spécifiquement dedans. Bon. L'IA change complètement quand on met des GPU dans un rack. Il faut modifier la façon à laquelle c'est. Rappelons un détail aussi, on ne refroidit pas les GPU comme on refroidit la partie réseau et la partie UPS. C'est-à-dire que sur cette partie-là, on refroidit encore en air, alors que... etc. C'est classique, avec de l'aspiration, du confinement. C'est ça, vous ferez du faux plancher chez Solcrypt aussi? Ah d'accord, ok. On en reparlera ensemble. Donc il faut... Le GPU, c'est totalement différent. Complètement, oui. La conception du data center. Ce qui se passe en même temps, c'est que cette conception, elle est portée par 3 sociétés, globalement. On va dire 4 ou 5 même, parce qu'il y a Microsoft, Google, Amazon, il y a Meta, c'est Facebook, et il y a ChatGPT. D'accord ? Alibaba. Ces gens-là... Les Chinois et il y a les Chinois, Alibaba, dans le cadre. Mais ils sont encore minoritaires dans le domaine. Oui, il faut regarder dans le rétro, on va les voir. J'avais oublié qu'on est en Afrique, il faut parler des Chinois. Je veux dire, c'est des acteurs incontournables. C'est le 2e investisseur dans l'IA après les États-Unis. Ils dépassent l'Union européenne. Donc on va rajouter Tencent, Alibaba. Et tous ces gens-là, donc, en fait, ce sont eux qui donnent le
Ce sont eux qui disent maintenant on va faire du GPU d'un côté et de l'autre côté on va faire du refroidissement liquide. Bon, ça change complètement la façon à laquelle on doit designer et construire des data centers aujourd'hui. Totalement. Et d'ailleurs, l'avantage d'avoir des GPU, c'est qu'on gagne en espace, mais cet espace est complètement saturé. Je vais pas rentrer dans les termes techniques des CDU qui consistent à faire passer de l'eau pour clocher mais il y a beaucoup de cooling derrière qui va travailler. Les cubes ont l'air plus condensés, c'est normal. Il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de travail. Je vais essayer de vulgariser, hein, vous ne m'en voudrez pas les camarades de chez Schneider. Il y a beaucoup de tuyauterie en fait. Évidemment, parce que là, au lieu de souffler de l'air ou de l'aspirer, il en faudra quand même résiduellement dans le data center, évidemment, parce qu'il n'y aura pas que du GPU. Et puis, il faudra refroidir les équipements qui refroidissent. Exact. C'est quand même extraordinaire. Mais avec de l'énergie verte, on va pouvoir se le permettre avec la conscience tranquille. Donc, il va y avoir beaucoup de plomberie, j'ai presque envie de dire, et de tuyauterie à prévoir, le monitoring, etc. Donc, on est sur des conceptions différentes. On en parlait avec Mourad, on disait les compétences, etc. Mais finalement, on se retrouve dans des régions où il y a des compétences. Il suffit maintenant de passer à l'action. Du coup, le data center, c'est une chance pour la Tunisie. Bien sûr, c'est une chance pour la Tunisie, c'est une chance pour les Tunisiens et c'est une chance pour le développement de l'Afrique. Exporter encore une fois de l'intelligence verte, c'est vraiment extraordinaire. Ça met de la valeur ajoutée là où il faut, plutôt que d'exporter le brut. On va exporter le diamant à partir d'ici vers l'Europe. Tout à fait. Je rajouterai un dernier point, et je pense que vous serez d'accord avec moi, chef de l'escrime, c'est qu'on va rajouter, tu seras d'accord, il faut peut-être qu'on parle de Médusa. Peut-être parler de Médusa également, parce qu'on va rappeler qu'on a la Tunisie a une chance en la matière, c'est qu'il y a une liaison directe entre, je crois que c'est Bizerte, et Marseille. Marseille qui est en phase de devenir le 5e hub mondial pour tous les échanges. Rappelez-vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous consommez, 80%, 90% passe par les câbles sous-marins. Et là, la Tunisie a une chance énorme, c'est-à-dire l'un des principaux câbles sous-marins qui cerclent la Méditerranée et qui est en liaison directe avec tous les câbles, les autres câbles qui vont vers les États-Unis et qui vont également vers l'Inde et l'Asie, vont passer également au large de la Tunisie avec une connexion directe. Merci Amine. On regrette que l'IS n'ait pas pu se connecter. Merci, oui, merci beaucoup.